soir, on va vous parler de deux statuts, de la SARL ou de la SAS, et du fameux statut du RSI qui en découle. Donc, dans une première partie, Fadwa, notre responsable juridique et associé au sein du cabinet, vous parlera plutôt justement des aspects juridiques. Et j'essaierai de vous convaincre, ou pas d'ailleurs, on verra, sur le fameux statut social et les différences de différents régimes fiscaux au niveau de la SARL ou du RSI. Donc, je vais laisser la parole à Fadwa qui va attaquer la première partie. Présentation des formes juridiques. La SARL et la SAS sont toutes les deux des sociétés commerciales, quel que soit leur objet. Les SARL et les SAS peuvent également être unipersonnels ou pluripersonnels, donc pas de distinction. Ce n'est pas parce qu'on se crée en SASU que tout de suite on va être bloqué et rester uniquement sous la forme unipersonnelle. Pareil pour la SARL. Donc vous pouvez créer une SARL ou une SAS sous la forme unipersonnelle ou pluripersonnelle et idem, en cours de vie sociale, vous pouvez soit avoir un nouvel associé, passer sur une forme pluripersonnelle ou au contraire, racheter tous les titres et passer sous une forme unipersonnelle. Conséquence également de la forme juridique commerciale, c'est que les associés ne sont pas commerçants. Donc concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Un associé, comme il n'a pas forcément la qualité de commerçant dans une société commerciale, l'associé peut être mineur par exemple, puisque pour être commerçant, il faut être majeur. Comme on n'a pas la qualité de commerçant dans une SARL, tout comme dans une SAS, on peut mettre un associé mineur. Similitude sur laquelle je me permets d'insister, au niveau de la terminologie, très souvent on ne dit pas de SAS parce que je veux avoir ma responsabilité limitée. J'insiste, une SARL ou une SAS, sur les deux formes juridiques, la responsabilité est limitée à hauteur des apports de l'associé. Même si les termes responsabilité limitée ne sont pas prévus dans la terminologie, il n'en demeure pas moins que l'associé dans une SAS a la même responsabilité limitée à hauteur de ses apports que dans une SARL. En revanche, le principe sur une SAS, c'est plutôt de dire que c'est une société par action, que ce qui est principal, ce n'est pas la personne, mais plutôt l'investissement qui est fait. Donc SARL, plutôt une société de personnes. SAS, dans l'esprit du législateur, c'est une société plutôt de capitaux, même si, au vu de l'évolution, nous ferons un petit peu d'histoire sur la SAS, c'est devenu une société également de personnes. Donc, mais dans l'esprit, c'est je peux céder mon capital, ce que je veux, c'est avoir des investisseurs. C'est pour ça que la SARL est très souvent la forme juridique appropriée pour des sociétés de capital investissement. Alors, un petit peu d'histoire aussi par rapport à la SAS. La SAS a été créée en 1994, c'est une société très très récente, et à l'origine, c'était une société qui était créée uniquement entre personnes morales, uniquement entre sociétés, par distinction à la société anonyme. Puis, en 1999, on a permis aux SAS d'être créées ou d'intégrer des personnes physiques. Et c'est surtout la loi LME, la loi de modernisation de l'économie très récente du 4 août 2008, qui a permis aux SAS de ne plus avoir recours au commissaire aux comptes. Et c'est cette loi qui a permis le grand essor et le développement des SAS. Parce que désormais, une SAS, une société, même si elle est par action, n'a plus l'obligation, sur certaines conditions, d'avoir un commissaire aux comptes. Donc, c'est ce qui fait qu'on entend de plus en plus parler de la SAS. Autre distinction qu'on a pu constater de par la pratique, ce sont des choses que vous ne trouverez pas forcément dans les ouvrages de droit, l'attrait de la distinction entre les parts et les actions. Il y a une obligation, si on veut donner des parts sociales, d'avoir recours à un notaire parce que la donation de parts sociales doit obligatoirement être effectuée par acte authentique. En revanche, si vous voulez donner des actions, le don manuel est possible. Vous pouvez effectuer une donation, mais sous seing privé, et donc le recours au notaire n'est pas obligatoire. Je vous ai quand même conseillé si vous faites une donation partage, mais sachez que le don manuel d'action est possible. Autre distinction importante en termes de création de société,
c'est sur les apports en nature. Vous savez que le capital social, quand vous souscrivez au capital d'une société, vous avez la possibilité de faire des apports en numéraire, c'est l'argent que vous apportez qui est bloqué à la banque le temps de la création, mais vous pouvez aussi, pour augmenter la valeur de ce capital, faire des apports en nature, donc un bien, un véhicule très souvent. Donc, pour valoriser ce bien en nature que vous voulez apporter au capital, comme même si vous avez des factures, mais le bien a pu perdre de sa valeur, ce bien doit donc faire l'objet d'une évaluation. On ne peut pas, autant un apport en numéraire, vous apportez 1 000 €, on sait que le capital sera de 1 000 €. Sur un bien en nature, c'est un peu plus compliqué. Donc pour cette valorisation, vous avez le principe du commissaire aux apports. C'est un commissaire inscrit sur la liste des commissaires aux comptes et qui vient donc certifier, sous sa responsabilité pénale, la valeur de ce bien. Parce que s'il ne le fait pas, les associés en répondent de façon personnelle. Sur la SARL, on a un formalisme, on a des dispenses de commissaires aux apports sous 2 conditions cumulatives. C'est que j'apporte par exemple un véhicule qui vaut 10 000 €, mais je ne veux pas recourir au commissaire aux apports. C'est possible sous la condition que cet apport en nature représente au maximum la moitié du capital social et que cet apport soit inférieur à 30 000 €. Donc, si je crée une SARL 10 000 €, j'ai un véhicule qui vaut 5 000 €, je suis donc dans les conditions puisque mon apport en nature est inférieur à 30 000 € et qu'en plus, en termes de valorisation, il représente la moitié du capital social. Par contre, dans les SAS, on n'a pas la possibilité d'être dispensé du commissaire aux apports. Donc, vous apportez un bien qui vaut même 1 000 €, vous êtes obligé d'avoir recours à un commissaire aux apports dans la SAS. Donc, la SARL peut parfois être avantageuse. Autre distinction, peut-être des fois méconnue, le dirigeant dans une SARL est obligatoirement une personne physique. En revanche, sur une SAS, vous avez la possibilité de nommer en tant que dirigeant une personne physique ou une personne morale. Donc très souvent dans les groupes de sociétés, vous verrez la holding qui sera dirigeante de sa filiale. J'en reviens à la souplesse de la SAS. C'est la force qui fait le succès aussi de cette SAS au-delà du RSI, je crois, qui tranche beaucoup plus. C'est la SAS, c'est une société où on peut imaginer plein de choses. C'est vraiment la société qui permet la plus grande souplesse, la plus grande imagination en termes de fonctionnement de société. En droit, en fait, il y a 2 écoles de pensée. Il y en a une qui considère que la société, c'est un contrat entre plusieurs personnes qui apportent des biens en commun en vue d'en recueillir les fruits. Donc, c'est une théorie contractuelle. On dit que la société, c'est plusieurs personnes, c'est un contrat et qui décide elle-même des règles de fonctionnement. En revanche, il y a une autre théorie en droit des sociétés qui dit non, la société, c'est une institution. Au-delà des règles qui sont posées entre les associés, il y a des règles de fonctionnement. La société est une institution. Il y a un intérêt social. D'ailleurs, c'est une notion auquel le juge peut très souvent recourir, dire qu'il y a un intérêt social au-dessus de l'intérêt particulier des associés. Et si on en revient donc concrètement à la concrétisation de ces théories, c'est que la SAS, c'est plutôt une notion contractuelle de la société, là où la SARL va plutôt être une concrétisation de la théorie institutionnelle, puisque nous verrons qu'il y a beaucoup de règles de fonctionnement impératives dans la SARL. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans la SAS et qu'on ne peut pas imaginer dans la SARL? Vous pouvez prévoir des clauses d'inaliénabilité, d'habitude je le dis très bien, des clauses d'inaliénabilité des actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire interdiction de céder ses titres pendant une certaine durée, maximum 10 ans. La loi a quand même posé une limitation. Ce qu'on ne retrouve pas dans la SARL et ce qu'on ne retrouve pas normalement dans notre droit, puisque un des principes fondamentaux de notre droit français, c'est la liberté, la propriété privée, le droit de disposer et donc de pouvoir vendre. Alors que dans une SAS, on peut très bien prévoir, avec l'accord bien sûr dans les statuts, la possibilité de bloquer toute cession pendant une certaine durée. On peut imaginer aussi de prévoir des clauses d'exclusion.
Donc bien sûr sous réserve de prévoir dans les statuts sous quelles conditions, quelle sera la procédure à respecter, mais on peut prévoir des clauses d'exclusion dans une SAS qu'on ne peut pas prévoir dans les SARL. On peut également prévoir des actions de préférence, par exemple des actions qui ne donnent pas droit de vote ou avec des dividendes prioritaires, ce qu'on ne retrouve pas dans la SARL, des actions avec des droits particuliers. On peut imaginer vraiment beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que quand il y a des sociétés qui veulent investir dans une structure, elles peuvent obliger à passer sous forme de SAS pour justement prévoir des prérogatives qu'elles s'accorderont. Comme on a évoqué tout à l'heure, dans la SAS, seule exigence président, mais on peut prévoir des présidences tournantes, dirigeants personnes morales, et en plus, alors là c'est plutôt un comparatif SARL, SA, SAS et SA, c'est qu'il n'y a pas de règle de cumul des dirigeants dans les SAS, alors qu'il y a des règles de limitation de cumul pour les sociétés anonymes. Alors, grande distinction aussi en termes de part sociale et d'action, au-delà de ce qu'on vous a dit tout à l'heure au niveau de la revendication de la qualité d'associé du conjoint commun en bien. Une cession de part, quand on est en SARL, quand on veut céder des parts, il faut dresser un acte écrit avec des mentions obligatoires. Il faut mettre à jour les statuts. Ces statuts doivent être déposés au greffe. Alors que sur une cession d'action, le formalisme est très simplifié. Si vous n'avez pas envie de prévoir des conditions particulières, un simple bordereau suffit. Dans les sociétés par action, il y a aussi un registre des mouvements de titres et c'est ce registre des mouvements de titres qui fait foi. Vous n'avez aucune obligation de dresser un acte rédigé. Vous n'avez aucune obligation de déposer cet acte auprès du greffe. Donc, l'avantage, ce qui peut permettre, quand il y a des mouvements dans le capital, c'est d'être complètement opaque dans une SAS, puisqu'on n'est pas obligé de publier au greffe la nouvelle répartition du capital social. Mais la distinction principale, la raison d'être du succès de la SAS depuis la suppression du commissaire aux comptes, c'est le RSI. Très souvent, on a les dirigeants qui arrivent, qui nous disent « Oui, donc en création, est-ce que je dois être en SARL ou en SAS ?» ou en cours de vie sociale, qui viennent et nous disent « Non, j'en ai marre du RSI, je ne veux plus être au RSI. » Donc, la distinction, pourquoi elle est faite, c'est que si vous êtes dirigeant majoritaire d'une SAS, vous êtes assimilé salarié, vous êtes au régime général, sécurité sociale, alors que si vous êtes majoritaire dans une SARL, vous êtes obligatoirement soumis au régime des indépendants. Là où il y a une différence de traitement, c'est sur ces fameux dividendes. Donc, je vous rappelle, les dividendes, c'est le fruit de la distribution du résultat de l'entreprise. Puisque, là encore, en SARL comme en SAS, au niveau de la rémunération ou au niveau de la fiscalité sur les dividendes, les régimes sont alignés. C'est la même chose. Vous êtes taxé de la même façon. Donc, il n'y a pas de différence. Puisque, comme vous le savez, en SARL ou en SAS, vous êtes taxé dans la rubrique des traitements et salaires. Vos rémunérations en tant que gérant des SARL ou vos rémunérations en tant que président de SAS, vous les déclarez dans une rubrique traitements et salaires. Vous bénéficiez des abattements de 10% ou les frais réels si vous voulez vous mettre aux frais réels. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Sur les dividendes et l'impôt sur le revenu, c'est pareil. Les dividendes que vous prenez sont des revenus de capitaux mobiliers. Vous les déclarez dans votre déclaration d'impôt après un abattement de 40%. C'est stricto pareil, c'est aligné. Là où il y a des différences, et c'est là où on va commencer à y mettre des subtilités, c'est que, en effet, en SARL, depuis quelques années, c'était pas le cas avant, et ça fait un petit peu mal. Depuis quelques années, effectivement, en SARL, vos fameux dividendes sont soumis aux cotisations sociales au RSI. Alors, j'ai mis une petite subtilité, c'est si la distribution de dividendes est supérieure à 10% du capital social. En fait, on est en train de vous expliquer qu'en SARL, les dividendes supérieur à 10% du capital social, c'est pas le fruit du capital, mais c'est le fruit du travail. Ils sont taxés comme un salaire puisqu'on les met au RSI. Moi, entre nous, c'est une aberration. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas. Juridiquement, je comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un encore qui soit allé en Conseil d'État ou en Cour européenne de justice. C'est pour moi pas du tout cohérent. Enfin, ça ne tient pas. En gros, je suis en ERL, j'ai 100 salariés, je fais 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, je prends des dividendes, on me met au RSI. Si j'ai 150 salariés, excusez-moi, c'est pas que le fruit de mon travail s'il y a des bénéfices. Mais c'est comme ça, c'est la loi, c'est pas cohérent, mais c'est la France. Ok ? Donc, je vous prends un petit exemple pour que vous compreniez.
à deux niveaux de bénéfices équivalents. En SARL, j'ai pris 38 000, parce que vous savez, le seuil d'impôt sur les sociétés, 15% dans les 38 000 premiers euros. J'ai voulu faire simple. On voit qu'il n'y a pas de différence. Au niveau de l'IS, ce que je vous ai dit, c'est aligné. Donc on est exactement sur la même base. On a un disponible de dividende de 32 000. D'accord ? Donc si je suis en SARL, c'est là où ça va commencer à faire mal. Si mes 32 000 euros, je les prends, si je les prends pas, bien évidemment, il ne se passe rien. Si je les laisse dans la société, pas de bras, pas de chocolat, comme dirait l'autre. Donc si je ne prends pas mes dividendes, je ne suis pas assujetti au RSI. Par contre, si je les prends, je vais y laisser 45%. On verra que le RSI, grosso modo, c'est 45%. Après, il y a des tranches, il y a des subsidiés. Mais pour faire simple, 45%. Alors que si je suis en SAS, c'est 0. Donc forcément, ça devient un petit peu plus intéressant. D'accord ? Par contre, il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. C'est que si je prends des charges, si je suis en SARL, je prends des dividendes, je paye du RSI, mais ces cotisations sont déductibles. Donc l'année suivante, je les déduis de mon résultat. Donc j'économise l'IS l'année suivante. Donc ça, il faut en tenir compte aussi. On ne peut pas simplement raisonner en disant je paye du RSI. Oui, je paye du RSI, mais vu que je vais déduire mon RSI de mon bénéfice, je récupère une économie d'impôt sur les sociétés. C'est mécanique. D'accord ? En termes d'impôt sur le revenu, on a dit que c'était aligné, on a dit que c'était la même chose. D'accord ? Donc, finalement, en coût global, il n'y a pas photo. Les dividendes en SARL, ça coûte plus cher, 17 000 euros, 10 000 euros. D'accord ? Donc, on a un impact du RSI sur ces fameux dividendes du moment où les dividendes représentent plus que 10% du capital social. À un moment, on se dit, est-ce qu'il vaut mieux des dividendes ou des rémunérations ? Alors là aussi, on entend encore beaucoup de choses. Donc, pour comparer, puis vous dresser un exemple, on va prendre une situation, un peu monsieur tout le monde, puis une situation assez simple. Donc, j'ai pris un monsieur Bon Conseil, qui est client chez Agori. En fait, il est marié, il a un enfant mineur à charge, donc il a 2 parts et demi. Il a, comme tout bon Français qui se respecte et qui paye ses impôts en France, il a un taux moyen d'imposition de 30%. Vous savez qu'en France, dès que vous commencez à gagner un peu d'impôts, le taux moyen, on va être à 30%. Et son épouse a un salaire confortable de 30 000 euros net imposable. Alors, pour faire simple, il n'a pas de crédit d'impôt, il n'a pas de réduction d'impôt, on fait simple, d'accord ? L'idée, c'est de comparer à base revenu imposable. Et sa société lui permet d'avoir un disponible à prendre de 90 000 euros. Alors, si on compare la même chose en SARL, parce que l'idée, vous vous rappelez, l'objectif, c'était de comparer SAS et SARL. Donc, toujours sur mes 90 000 euros, je ne vais pas refaire toute l'histoire. J'ai regardé ce qu'était si on prenait tout en rémunération. J'ai évacué dividendes, parce qu'on a dit que dividendes, c'était rédhibitoire de faire ça, et ça n'avait aucun intérêt. Donc, je ne compare même pas ce qui n'a pas de sens. Ce qui a du sens, c'est de comparer si je veux tout prendre en rémunération, si je veux optimiser un petit peu. Eh ben, on va voir, donc je reprends le calcul, en SAS, on retrouve bien mes 41 005. En SARL, par contre, on va voir que 48 512. D'accord ? Donc, on a une optimisation aujourd'hui plus intéressante sur le statut SARL. Pourquoi ? Parce que le RSI, ça coûte moins cher. Je vous ai parlé tout à l'heure de 20% de cotisation entre le net et le brut et 45% entre le brut et les charges patronales. Le RSI, c'est que 45%. Donc les mêmes 90 000 euros, vous voyez que il y en a une partie ici qui part relativement importante en termes de cotisation sociale, mais par contre avec un net dans la poche un peu plus important. Donc avec la fiscalité, aujourd'hui, en SARL, si vous prenez tout en rémunération, vous avez quand même une économie substantielle en net. Par contre, effectivement, et on va le développer après, au niveau de la retraite, ça cotise un peu moins. Retraite, c'est surtout ça qu'il faut regarder, 933 euros de pension annuelle acquise, 775. Mais quand on me dit c'est tout pourri le RSI, ça cotise sensiblement moins et c'est pas bien, bon, c'est un peu moins bien, je conçois, c'est un peu moins bien. On a un différentiel annuel de 158 euros sur une base de revenus à hauteur de 60 000. Ouais, mais bon, en même temps, il m'en reste 7005 dans la poche. Donc moi, les 7005, je vous les mets sur un compte et on les place et on les optimise en assurance vie, en immobilier, en ce que vous voulez. Et je peux vous garantir que le différentiel de 158, il est gommé très très rapidement. Très très rapidement. D'accord ? Et si je vais sur la solution optimisée, eh ben, on va voir que, alors là, pour le coup, merci Agori, merci les bons conseils, c'est qu'il nous en reste un petit peu plus dans la poche, 3005, mais on arrive 696, 666. Il y aura toujours un petit différentiel, mais pour le coup qui est relativement faible. D'accord ? Et en plus, on aura mis, mais là dans les deux cas, donc on compare ce qui est comparable, l'idée c'est pas de vous faire du micmac avec les chiffres, on a bien dans les deux cas un abondement sur le PE et le PERCO. Donc dans les deux cas, on a optimisé au taquet, dans les deux cas, on a pris des dividendes, comme vous le voyez ici, donc on voit que l'écart, il n'est pas si important que ça.
d'accord? Il est plutôt en faveur de la SARL en net. Et au niveau de la retraite, il y a toujours un écart, mais qui est relativement faible. Et là, je le mets aussi, toujours une petite anecdote, ça, c'est les taux de retour. Pourquoi on vous dit qu'il y a des problèmes de financement de retraite en France? C'est qu'aujourd'hui, le taux de retour, il est de 16 ans, sauf qu'on vit 25 ans. Donc, on vous dit qu'il y a des problèmes de retraite, c'est mécanique, hein, c'est qu'on vit plus que le taux de retour, évidemment. OK? Alors, petite synthèse, parce que ça fait beaucoup de chiffres. On a donc une taxation des dividendes qui est plus lourde en SARL, vous l'avez compris, l'impact du RSI, ça c'est clair, je ne vais pas dire le contraire. Mais si on peut augmenter le capital de la SARL, parce que je le dis, pour prendre des dividendes, il faut déjà faire du bénéfice, hein, je le dis aussi des fois. Hein. Pour augmenter le capital de la SARL des réserves disponibles, ça permet de résoudre le problème. Il n'y a plus de problème, quasiment plus. Alors, il ne faut pas le faire pour augmenter de 1 000 euros. Hein. 1 000 euros, 10% de 1 000 euros, chaque année, ça vous fait 100 euros de plus. Bon, le facteur, il est content, mais nous, ça nous fait des honoraires, hein, remarque, hein, tu l'as dit, Fado. Voilà, mais il faut le faire au moins à partir de 100 000, quoi. Hein. Voilà, donc il faut déjà avoir accumulé un petit peu de réserve, d'accord ? Pas de cotisation sociale sur les dividendes en SAS, donc moins de protection sociale, c'est ce que je vous dis. Pas de bras, pas de chocolat, ok ? Pas de dividendes, pas d'imposition. Privilégier, si vous pouvez, je dis bien si vous pouvez, au cas par cas, la stratégie d'encapsulement. Je fais ma tirelire au sein de la société. Je prends pas, je suis pas taxé. Hein. Enfin, on en est là en France, hein, c'est basique. Hein, mais quand il y a eu cette réforme sur les dividendes, ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup moins de distribution. Tu m'étonnes. Donc, un autre point très important, c'est qu'on vous dira toujours à minima, même si vous voulez tout prendre en dividendes, même si vous êtes un kamikaze, voilà, c'est quand même de valider au moins 600 SMIC horaires à l'année, c'est 6 000 euros. Pourquoi ? C'est pour valider 4 trimestres. Ça, c'est impératif. Parce que le débat aujourd'hui, il n'est pas sur les niveaux de pension. Les niveaux de pension, vos générations, les miennes peut-être encore plus, je ne sais même pas s'il y aura une retraite, mais les niveaux de pension, ils seront pourris, c'est clair. Par contre, ne pas avoir des trimestres, vous allez voir que la décote qui s'applique, pour en reparler, est relativement importante. Si vous manquez un trimestre au moment de la retraite, c'est pas grave. Si vous en manquez 16 de trimestres, waouh, là ça va commencer à envoyer. Donc sur pas grand-chose, on va vous décoter 60%. Il va vous rester vraiment rien. OK ? Après, c'est ce que je vais vous faire voir tout de suite derrière. Vous allez voir, j'ai un graphique qui est monumental. C'est qu'au-delà du plafond de la Sécu, je ne vais pas dire que les cotisations que vous versez, elles servent à rien, messieurs, mesdames, mais pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que par exemple, au niveau de la retraite, au-delà du plafond de la Sécu, c'est-à-dire 40 000 euros de rémunération, c'est pas énorme, hein, 40 000 euros à l'année. Hein. Et bien, en fait, par exemple, au niveau de la retraite, de toute façon, la retraite, elle est plafonnée à 50% du PASS. Donc vous pouvez gagner 200 000. De toute façon, au régime de base de retraite, vous n'aurez jamais plus que 50% du plafond de la Sécu. Donc tout ce que vous versez au-delà, ça finance les caisses, ça finance le système. Ça vous rapporte rien de plus. Que vous gagnez 300 000 euros ou que vous gagnez 10 000 en France, mais ce n'est pas une critique, moi je trouve ça très bien d'ailleurs. Vous avez la même protection sociale, hein, vous avez les mêmes remboursements de frais de santé. Hein. Seulement les cotisations, elles sont proportionnelles. Hein. Ouais, mais c'est le système qui est comme ça, hein, moi je ne le critique pas. Bon, après, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen, justement, au-delà du plafond de la Sécu, si on veut mettre un petit peu à contribution le fruit de son travail, accessoirement, de privilégier la prise de revenus défiscalisés. Les CESU, les PE, les PERCO, les contrats supplémentaires si vous êtes en SAS, ce qu'on appelle les articles 83, voilà. Nous, on va vous inciter, au-delà d'un certain niveau de rémunération, si possible, de moins verser dans le système, mais plutôt de verser pour vous-même et mettre à contribution votre trésorerie. D'accord ? Donc cotiser au niveau du PASS, parce qu'au-delà, les cotisations versées sont en grande partie improductives. Attention, c'est là où ça fait mal. Alors, je vous explique. Là, on a les plafonds de la Sécu. Là, on est en SAS, d'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'à un plafond de la Sécu, 40 000 euros de rémunération, tout ce qui est en vert, c'est utile. C'est-à-dire, ce que je cotise, ça me rapporte. En gros, en termes de prévoyance, en termes de retraite, d'accord ? Et il y a 34% quand même, 34%, qui partent dans des cotisations inutiles. Des taxes, des fonds nationaux d'aide au logement, des taxes d'apprentissage, des taxes formation, des taxes sur le... Vous savez, comme dans les inconnus, là, tu sais, le sketch, là. Ça, c'est la taxe de... C'est un peu ça, d'accord ? Bon, vous allez dire, ok, mais il y a quand même tout ça en vert. Waouh ! Dès que je passe à 1 à 4 du plafond, donc plus de 40 000 euros, c'est ce que je vous disais, c'est antiproportionnel, c'est l'inverse, c'est 68% des cotisations qui partent dans le financement des caisses, mais vous, ça ne vous rapporte pas 1 euro de plus en termes de retraite, régime de base, etc. D'accord ? Alors, une petite synthèse. Le statut social du dirigeant est la raison principale du choix ou de votre transformation. Donc, si vous êtes allergique au RSI, même après tout ce que je vous ai dit, même si vous ne me croyez pas, je vous garantis ce que je dis, c'est vrai, et qu'on ne nous a pas payé par le RSI ne m'a pas appelé avant pour me faire de la pub en disant « Allez, vas-y Laurent ». Non. Donc, si vous êtes allergique au RSI, mais que vous ne voulez pas pour autant payer plus qu'il n'en faut, c'est la SARL qui se prête le plus. D'accord ? Si par contre, vous avez une allergie telle au RSI, que c'est comme il y en a qui sont...
l'allergie, la phobie administrative, vous savez. Bon, il y en a qui sont phobiques au RSI. Bon, à ce moment-là, passez en SAS et on verra qu'on arrivera quand même, par le jeu de l'optimisation, avec les PE Perco, les dividendes, à optimiser un petit peu vos revenus. Par contre, si vous percevez déjà une pension de retraite ou une pension d'invalidité, ou que vous êtes par exemple salarié à côté, une activité salariée, que vous avez un projet entrepreneurial, mais que vous ne voulez pas supprimer votre activité salariée, alors là, par contre, là, on y va en SAS. Et là, on prend tout en dividende. Parce que vous êtes salarié à côté, vous êtes retraité à côté, vous n'avez pas besoin d'acquérir de points protection sociale. Vous l'avez déjà, la protection sociale. Là, on va en SAS. Alors là, on prend tout en dividende. Là, pour le coup, là, ça a du sens. C'est pas monsieur tout le monde non plus. Avant de choisir, n'hésitez pas à demander une simulation des rémunérations en régime salarié ou régime indépendant pour définir votre choix. Alors, autre synthèse, si vous souhaitez acquérir une société en optimisant les droits de mutation, c'est ce que nous indiquions tout à l'heure. Si le montant de la cession est significatif, l'acquéreur imposera, et ce sera dans son intérêt, d'exiger une transformation en SAS. Oui, effectivement. Par contre, là, c'est un cas, et ça, c'est réel. Si vous avez aujourd'hui des soucis de santé, que vous avez un projet entrepreneurial et que vous souhaitez adhérer à une prévoyance, une mutuelle sans questionnaire de santé, que vous-même n'avez pas envie de divulguer votre état de santé, là, on vous dira plutôt SAS parce que le régime général vous couvrira quoi qu'il se passe. Alors qu'en SARL, vous serez soumis à ces problèmes de questionnaire de santé. Et puis, au-delà du questionnaire de santé, des cas de critères d'exclusion. C'est surtout ça qui est problématique, quoi. Alors, si vous êtes dans le cadre d'une société qui va faire l'objet de plusieurs mutations, entrées-sorties entre associés, comme on a évoqué tout à l'heure, les droits de mutation seront beaucoup moins onéreux sur une SAS, en plus du formalisme simplifié en SAS, puisqu'on n'aura pas besoin de recourir à un acte déposé au greffe, donc avec les honoraires en moins. Donc, entrées-sorties multiples dans le cas d'une société, SAS. Alors, vous ne voulez pas rendre accessible à tous les tiers la répartition du capital social. Donc là, effectivement, on l'a dit aussi, on est sur des structures un peu plus opaques, entre guillemets, au travers de la SAS. Donc, on vous suggérera plutôt cette solution. Généralement, on dit aussi la SAS est plutôt une structure adaptée aux entreprises innovantes. Quand on a un objectif de revendre rapidement, de faire rentrer des investisseurs, là, évidemment, on se prête beaucoup plus sur la SAS que sur la SARL. Alors, autre attrait de la SAS, c'est comme on a indiqué tout à l'heure au niveau de la revendication du conjoint commun au bien à la qualité d'associé. Si vous voyez que ça ne va pas très très bien, que vous êtes marié sous un régime de communauté de biens, on vous conseillera la SAS. Et un bon avocat aussi. On sait faire aussi. Alors, non mais c'est vrai. Votre société sera société d'un groupe, donc au sein d'un groupe, et la société ne dépassera pas les seuils. Donc là encore, si vous n'êtes pas allergique, non pas au RSI, mais au commissaire aux comptes, donc je vous rappelle qu'on fait aussi du commissariat aux comptes, donc voilà, il en faut aussi. Donc là, la SAS sera plutôt conseillée justement dans les stratégies avec des holdings, où on va mettre la holding présidente des filiales, ça s'y prête très très bien. Vraiment de plus en plus, il faut aller sur ces régimes-là. Par contre, si vous êtes allergique effectivement au commissaire aux comptes, que vous voulez pas, personne ait un regard sur votre activité, et pas payer les honoraires aussi du commissaire aux comptes. Mais ça sert quand même les honoraires du commissaire aux comptes, au-delà de l'aspect purement formel, c'est aussi un regard et une vision sur votre activité, c'est pas inintéressant. On sera plutôt sur la SARL qui sera conseillée. Et on en a terminé. Et voilà, donc je vois des têtes qui fument. Alors, avant de passer au cocktail, je remercie d'ailleurs Florian et toute son équipe pour la partie des cocktails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut en parler. Mais voilà, s'il y a des points qui vous ont pas semblé clairs ou des points, voilà, on peut en parler avec plaisir.